pesticides, ce que dit la science. 70 000 tonnes de pesticides dispersés annuellement en France, un coût de dépollution de l'eau approchant le milliard d'euros et une détection insuffisante des substances. Marc-André Sellos va dresser un état des lieux scientifique sans concession. Au-delà des impacts environnementaux, vous allez révéler les conséquences sanitaires mesurées chez les agriculteurs eux-mêmes, augmentation significative de certains cancers et maladies neurodégénératives, et les impasses économiques du modèle actuel qui impactent leurs revenus. Face à ce constat, il va éclairer les alternatives que propose l'agroécologie, ses preuves scientifiques et son potentiel de bioprotection. 45 minutes pour comprendre ce que la science dit vraiment des pesticides et envisager les voies d'une agriculture qui réconcilierait la santé des sols, celle des agriculteurs, celle des consommateurs. Je ne sais pas si c'est un fantasme, mais vous avez 45 minutes pour nous en parler. Merci de votre introduction et merci au point de parler d'une chose qui nous concerne tous, jusque dans notre chair et dans la chair de notre chair, le monde que nous allons léguer à nos enfants. Le premier point que je voudrais faire avec vous, après vous avoir dit que de pesticides porte la racine, le verbe latin caedere, tuer, c'est ce qui tue. Le premier point que je voudrais faire avec vous, c'est que les plantes sont les premières à utiliser les pesticides naturellement, dans la révolution biologique. Immobiles qu'elles sont incapables de fuir face à l'attaque d'un microbe, champignon ou bactérie, d'un insecte. Et plus encore, elles sont soumises à la concurrence des voisins qui emmêlent leurs racines dans les leurs et emmêlent les feuilles dans les leurs. En réalité, les plantes ont inventé dans leur révolution biologique les pesticides, car sans pesticides, elles seraient la proie de ceux qui veulent les dévorer ou les concurrencer. Donc, de ce point de vue-là, elles ont commencé, et elles ont commencé bien, avec une chimie puissante. Alors, les noms des molécules, ce sont des tannins, des terpènes, des alcaloïdes, des composés cyanogéniques qui font du cyanure. Il y en a, c'est ce qui donne le petit côté amande amère dans les amandes. Bon, il n'y en a pas beaucoup dans les amandes, mais c'est ça quand même qui reste dans les amandes domestiquées. Et puis aussi tous les composés soufrés de la famille du radis et du wasabi. Tous ces composés rendent les plantes incomestibles et ces composés expliquent que dans la domestication des plantes, nous ayons eu à sélectionner des plantes qui contiennent moins de ces produits-là. Et puis aussi que nous ayons développé des technologies qui retirent ces produits. Alors les technologies, c'est le trempage ou la fermentation. La choucroute, c'est juste une façon historiquement de rendre comestible un chou qui ne l'est pas. Mais aussi de la sélection naturelle pour que ces plantes fassent moins de ces composés. Parce que vous savez, à vrai dire, c'est pas que nos anciens aient repéré que ces composés étaient aussi mauvais pour leur santé. C'est juste que nous avons été sélectionnés pour sentir ces composés comme amers, âpres en bouche, et les percevoir d'une façon vomitive. Donc en fait, c'est des trucs pas très agréables à manger. On a sélectionné des plantes qui étaient plus agréables à manger. Et en sélectionnant des plantes qui, de fait, sont plus comestibles pour nous, le chou d'aujourd'hui est comestible quand le chou des origines ne l'était pas. En sélectionnant des plantes plus comestibles, eh bien, nous les avons désarmées. Tiens, un exemple, les céréales, comme le blé, produisent des benzoxazinoïdes. Alors, les benzoxazinoïdes, qu'est-ce que c'est? C'est des molécules donc, où il faut s'entraîner pour prononcer le nom plusieurs fois, qui sont sécrétées par les racines et qui sont des herbicides puissants, qui interagissent avec l'épigénétique des plantes voisines. Et alors, il faut en sécréter beaucoup pour que ça marche. Et en sélectionnant des blés qui produisent beaucoup de grains, et ben on a surtout sélectionné des blés qui n'en font plus. Parce que du coup, ils ont plus d'énergie pour faire des grains. Donc entre ce qu'on a retiré parce que c'était dangereux pour nous, et ce qu'on a retiré parce que ça baissait le rendement, l'ajout de gestes pesticides par l'homme est devenu inéluctable. Et comme les propos que je tiens lèvent souvent les commentaires de l'agro-industrie et d'un certain nombre de ces sectaires, je parle de sectaires car moi je m'inscris dans la synthèse, vous allez le voir, je tiens à le répéter une deuxième fois. On ne se passera pas des pesticides. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas du tout la question de cet exposé. D'ailleurs, le bio ne s'en passe pas. Il utilise du cuivre, ce qui pose quelques problèmes actuellement. Vous avez vu que pour la viticulture, les réglementations évoluent et commencent à poser des problèmes pour l'utilisation du cuivre en viticulture. Et puis, il tolère un certain nombre de pesticides. Simplement, il en a fait l'inventaire. On y reviendra. Mais on ne se passe pas de pesticides. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, les plantes dans la nature elles-mêmes ne s'en sont pas passées de pesticides. Je viens de terminer dans les temps mon premier point, qui est le plus important, qui est que les pesticides sont inscrits dans la biologie des plantes et que nous ne nous inscrirons jamais hors de cette logique. Avant d'enchaîner quand même, un petit exemple. Avec le sorgho,
Il y a des sorgho colorés qui sont pleins de flobafène, qui sont des molécules à la fois colorées, mais en même temps et surtout des molécules qui sont très toxiques pour ceux qui les mangent. Alors il y a certaines populations en Amérique du Sud qui cultivent des sorgho colorés parce que ils ont beaucoup plus de sorgho à manger. Ils ont aussi beaucoup plus de cancer du tube digestif. D'autres populations ont choisi d'avoir des choses moins amères. Ils ont des sorgho sans flobafène, c'est des sortes de tanins, et ils ont moins de cancer du tube digestif, mais ils ont moins à manger. Bon, il y a là le début d'une discussion qu'il faut qu'on ait, mais reconnaissons-le, les pesticides que nous avons ajoutés dans nos pratiques agricoles ont nourri le monde, et on doit leur reconnaître ça. Ils ont assuré la quantité. On va revenir sur la qualité. Avant de passer justement au reste, j'aimerais vous convaincre que cet exposé n'est pas basé sur une perspective d'agribashing, pour une raison bien simple. Les agriculteurs produisent ce qui se vend. Et donc, si responsabilité il y a dans le processus, elle est diluée entre ceux qui produisent et ceux qui consomment, plus ceux qui décident et ceux qui transforment. Bref, si vous voulez instruire un procès à la suite de ce que j'aurais dit, c'est le procès d'un problème systémique, mais vous ne compterez pas sur moi pour trouver un bouc émissaire. Bien, les choses sont posées, arrivons dans le vif. Et le vif est la mort. Parce que dans la deuxième partie, j'aimerais faire le portrait de la toxicité des pesticides. Une toxicité qui est largement avérée scientifiquement, mais pas toujours reconnue, pas toujours connue, et souvent discutée sur la base d'argusties dont j'ai peine à penser qu'elle soit sincère. Alors, je voudrais commencer en vous rappelant un petit détail. C'est un détail, mais il va être important pour ce qui suit. Vous êtes des animaux, certes des animaux sachants, faisants, pour reprendre Bergson, mais il n'empêche que vous êtes des animaux, et ce qui va tuer des animaux risque bien de vous abîmer. Et puis vos plus proches parents dans l'évolution, vous savez, ce sont les champignons. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est si difficile de traiter des champignons avec des petits comprimés et qu'il faut surveiller l'état du foie et tout. C'est qu'en fait, de notre ancêtre commun, bien qu'il ait 1 milliard d'années, nous n'avons gardé aucune ressemblance, sauf quelques traits communs en termes de métabolisme. Ce qui fait que ce qui tue les champignons n'est pas forcément loin de tuer des animaux. Nos plus proches parents dans l'évolution, ce sont les champignons et donc nous. Donc c'est pas aberrant, si vous voulez, si vous vous voyez comme vivant et que vous voyez votre position comme non singulière dans le monde du vivant, que vous soyez éventuellement la cible de ça. Et alors justement, à ce propos, j'aimerais vous dire que les canaris dans la mine, les meilleurs témoins de la toxicité des pesticides, eh bien figurez-vous que ce sont les agriculteurs, puisqu'ils sont exposés à de grandes doses de pesticides. Sur ma première diapositive, qui ne va pas tarder à apparaître, je voudrais vous proposer les résultats d'une étude, qui est une étude soutenue par la Mutualité sociale agricole, l'INSERM, la faculté de Caen, et qui suit plus de 180 000 agriculteurs. Alors là, l'étude Agrican, elle a une particularité, c'est que très souvent, on regarde le résultat et on dit, tout cancer compris, les agriculteurs, par rapport à la population générale, eh bien, vous voyez, ils ont moins 7 pour les hommes, moins 5 pour les femmes, ils ont moins de cancer que la population générale. Et tout le monde s'arrête à la moyenne. En biologie, la moyenne ne compte pas. Ce qui compte, c'est la distribution autour de la moyenne. C'est le détail. Et si vous entendez dire que cette étude montre qu'il n'y a pas de problème avec les pesticides, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'aux côtes. En effet, si on regarde le détail, on s'aperçoit que ce n'est pas moins 5, moins 7%, mais pour la plupart des cancers, on est à moins 20 à moins 50% d'incidence par rapport à la population globale. Vivre à la campagne, c'est sain. Et la ligne de base est donc beaucoup plus bas que le reste de la population, car la vie est plus saine. Mais il y a quelques cancers qui dépassent. Il y a notamment le cancer de la prostate, les myélomes, alors plus 3%, mais comme il est très fréquent, ça fait plusieurs milliers de malades. Les myélomes multiples, plus 20%. Les lymphomes, dont Hodgkinien pour parler généralement, on est sur du plus 50%. Vous y êtes. On a donc quelque chose qui, en fait, par rapport à la ligne de base attendue pour les agriculteurs, c'est pas simplement plus 20, plus 50. C'est plutôt plus 40 et plus 70 par rapport à l'attendu agricole. Donc on a des phénomènes qui sont tout à fait attendus. On n'est pas en train de dire que les pesticides provoquent tous les cancers du monde. Ils en provoquent certains. Et effectivement, là, on a quelque chose qui
est liée à la vie agricole. Alors, je ne suis pas naïf, hein, je sais que, par exemple, ça, c'est la cigarette aux lèvres, ça, c'est la vie au soleil. Bon, mais il y a un certain nombre de cancers qu'on va retrouver, vous allez voir, dans d'autres situations. Et du coup, on va se dire, tiens, peut-être que finalement, c'est plutôt les pesticides. Alors, cette étude-là, elle est doublée par d'autres. Alors, je ne parle pas de l'étude Agrico, qui est une étude plus large, qui cumule plusieurs pays européens, parce que là, il y a des mélanges de populations qui ne sont pas identiques, mais on va retrouver et le cancer de la prostate et certains lymphomes dans cette analyse de toutes les populations européennes. Ce qui m'intéresse maintenant, surtout, ce dont je voudrais parler, c'est de tout ce que détectent aussi d'autres travaux de l'INSERM, comme les maladies neurodégénératives. À 55 ans, les agriculteurs, et les agricultrices, bien qu'ayant vécu plus sainement que le reste de la population, ils sont soumis de plus 13% par rapport à la population standard. Voilà, il y a aussi ce problème de maladies neurodégénératives. Alors, les cancers qui sont à l'écran et les maladies neurodégénératives dont je parle sont des maladies qu'on connaît bien aussi pour être celles qui, dans le scandale de la chlordécone, vous savez, ce pesticide, cet insecticide qu'on a utilisé dans les Caraïbes, eh bien c'est aussi toutes ces maladies, on les retrouve dans les populations qui ont manipulé la chlordécone et qui ont aussi été voisines de la chlordécone. Alors, en creux, il y a aussi une autre preuve que certaines maladies sont liées aux pesticides, et cette preuve-là nous sont données par les gens qui mangent bio. Il y a un hoax qui circule que l'alimentation bio n'aurait pas d'effet sur les cancers. Alors c'est un hoax, hein, voilà, parce qu'il y a plein de travaux qui ont été publiés, y compris certains d'ailleurs, grâce à vos impôts. Mais c'est compliqué comme question, parce que manger bio, c'est aussi des traits socioculturels, des CSP différentes de celles qui ne mangent pas bio. Néanmoins, on a des chiffres. Alors, on a des chiffres notamment en termes d'exposome, c'est-à-dire d'exposition. Sur la diapositive qui suit, vous allez voir la réduction d'exposition dans l'alimentation à tout un tas de molécules, sauf les pyréthrinoïdes, qui, eux, sont autorisés en bio, et entre nous, c'est pas génial. Mais bon. Pour tout le reste, vous avez tout un tas de molécules qui rentrent moins dans l'organisme des gens qui mangent bio. Et le résultat ne se fait pas attendre. Dans une étude portant sur 70 000 personnes publiée en 2018, on découvre, alors je remets mes lunettes pour vous donner les bons chiffres, que quand on compare le quart des gens qui mangent le plus de bio au quart des gens, au quart de la population qui mange le moins de bio, moins 25% de cancer, mais alors après il y a une dispersion d'un cancer à l'autre énorme, moins 76% de lymphome, les revoilà, et moins 34% de cancer du sein pour les femmes. Alors je précise, hein, parce que biologiquement, les hommes, ils ont aussi des seins. Bon, mais eux, on ne voit pas d'effet. Ils ont des seins biologiques. Voilà, bon. Alors, en 2014, il y avait eu aussi une autre grande étude en Grande-Bretagne sur 500 000 femmes qui montrait moins 20% de lymphome non-hodgkinien et rebolote les mêmes pour celles qui mangeaient du bio par rapport aux autres. Donc on a tout un tas de travaux qui montrent qu'effectivement il y a des effets. Alors évidemment ces effets, ils sont mélangés avec des effets de CSP, de profil de vie, de lieu de vie, mais quand on essaie de les extirper, on n'explique pas complètement l'effet. Ça y participe. Et je refuse de trouver normal que finalement il y ait des gens qui soient plus exposés à des maladies parce qu'ils sont plus pauvres. Parce que le truc qui consiste à dire « Ah oui, mais si les gens qui mangent bio... » ils ont moins de cancer, c'est que par ailleurs, ils vivent mieux, et puis on laisse les pauvres crever. Ça, honnêtement, c'est pas, ça paraît très bizarre. Hein. De toute façon, il y a une chose qu'il faut prendre en main. Et une des choses que l'on peut prendre en main, même si ça n'explique pas tout ce que je viens de dire, c'est que l'exposition à certains pesticides tue aussi des consommateurs. Et puis, j'aimerais le dire, ça tue aussi des riverains. Alors là, c'est important parce que ça tue, ou en tout cas ça rend malade, ça tue pas toujours, hein, des riverains. Alors j'ai parlé de la chlordécone, hein, et on découvre aujourd'hui que les femmes qui ont été exposées à de la chlordécone sans l'avoir appliquée, mais dans le voisinage, celles qui ont eu des enfants, on a des chiffres que pour elles. Donc c'est des chiffres biaisés par valeur inférieure. Et bien on découvre qu'elles ont essayé beaucoup plus d'avoir des enfants que la moyenne, en Martinique et en Guadeloupe, et elles ont une fertilité diminuée de 25%. Voilà. On s'aperçoit aussi,
de tout un tas de problèmes sur le Parkinson et les cancers de la prostate, je l'ai dit, donc, mais des choses sur les riverains. Et une étude récente de l'INSERM montre que la vigne est très consommatrice de produits pesticides, hein, parce que entre l'oïdium, le mildiou, il y a beaucoup de maladies sur la vigne. Une étude récente de l'INSERM me montre que si vous avez 10% de vignes en plus autour de chez vous, dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez vous, vous avez une probabilité accrue de 10% de lymphome. Alors, il y a des grosses discussions qui disent « Ouais, mais les statistiques ne sont pas bien faites ». Excusez-moi, mais en tant que biologiste, je sais qu'il y a des tendances biologiques qui passent sous les radars statistiques, mais 10%, ça mérite qu'on se penche dessus. Et il y a aussi alors des chiffres complètement effrayants qui sont passés assez inaperçus. Qui a entendu parler de l'étude Pestirive? Eh ben voilà. Alors ça, c'est une belle réussite, hein, parce que vous avez mis des impôts là-dedans, mais vous avez été privé du résultat. Pestirive s'intéresse aux riverains moins de 500 mètres des exploitations viticoles. Et donc ça, c'est assez standard en termes de traitement. Dans 256 sites issus de 56 régions, on montre que dans les urines des gens, là je parle de l'exposition, hein, je ne parle pas des maladies, je parle juste de l'exposition. Dans l'urine des gens qui sont dans cette région par rapport aux gens qui sont à distance, à chaque fois il y a des couples par région, hein, par site d'études, eh bien, alors, de mémoire, hein, c'est 3000 personnes hein, au total qui sont soumis versus 3000 qui n'y sont pas. On a des chiffres donc, dans les urines de 15 à 45% de résidus de pesticides en plus. L'air qui environne ces gens-là est 12 fois plus riche en pesticides et les poussières, parce que les poussières c'est ce qui rentre et puis qui ne ressort pas. Ça reste dans les poumons, les macrophages les mangent et ça reste sur place en libérant sa charge. Dans les poussières, c'est 12 fois plus de pesticides que quand on vit à distance. Donc, il y a réellement une exposition des voisins avec des fois des effets constatés sur la santé qui est inquiétante. Et puis, finalement, il y a l'exposition du consommateur. Alors, évidemment, elle est moindre parce qu'on ne traite pas avant la récolte, voilà. Et puis, en plus, le consommateur, il a appris à peler ses fruits et ses légumes. Ce qui est la pire bêtise à faire. Car vous vous privez de l'apport de microbes qui constituent votre microbiote, et surtout, c'est là que sont massés les antioxydants. Ils sont évidemment en surface parce que c'est là qu'arrive l'oxygène. C'est là que sont massés les antioxydants. One apple a day is keeping the doctor away. C'est un adage anglais qui dit que si on mange une pomme par jour, le docteur vient moins souvent. C'est montré statistiquement, bien robustement. Mais si vous pelez votre pomme, vous pouvez ne pas la manger après. Vous avez perdu les antioxydants qui sont responsables de cet effet protecteur. On nous a appris, tenez-vous bien, à nous priver de l'apport de microbes qui constituent notre microbiote et d'antioxydants pour enlever une partie, pas tout, des pesticides. C'est quelque chose de complètement inquiétant, parce que c'est devenu un réflexe, quand ça ne devrait pas l'être. Alors, j'en arrive maintenant dans cette partie où j'ai décrit l'état de l'exposition et des maladies, à un paradoxe. Parce que c'est bien l'histoire d'un paradoxe entre la première partie et la deuxième, n'est-ce pas? Dans la première partie, j'ai dit il faut des pesticides. Sinon, la production baisse et puis on ne mangeait pas bien et ni régulièrement. Enfin, on ne mangeait pas régulièrement, surtout quand il n'y en avait pas. Et dans la deuxième partie, je dis mais ces pesticides, ils sont dangereux, ils tuent des gens, ils les rendent malades. Et vous savez, même si les gens n'en meurent pas, un cancer, ce n'est pas un bon moment entre amis. Alors, vous allez me dire aussi, c'est bizarre qu'on découvre, là je fais une incise avant de conclure ma partie, hein, c'est bizarre quand même qu'on découvre que ces molécules sont toxiques après les avoir mises sur le marché. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aurait une conspiration de l'industrie? Oh, c'est beaucoup plus simple. Ce qui permet de mettre sur le marché, c'est des tests de toxicité, réalisés sur des souris ou des organismes qui en plus ne vivent pas longtemps, mais qui sont des tests de toxicité aiguë. On sait que jusqu'à telle dose, il n'y a pas de mort, ou il n'y a pas de symptômes. Et puis voilà. Mais la toxicité aiguë, c'est une chose. Le problème, c'est que nous, c'est la toxicité chronique à laquelle on est exposé. C'est-à-dire qu'il en vient à des quantités qui n'ont pas de toxicité aiguë, mais régulièrement. Et sur des vies qui sont plus longues que des vies de souris. Donc ça, ce serait plus dur à tester. Et non seulement ça, mais en plus, ils viennent en cocktail avec des effets éventuellement protecteurs, synergiques, enfin des effets qui font que le mélange n'a pas que les effets de la somme des effets élémentaires de chacun d'entre eux, même en termes de toxicité aiguë d'ailleurs. Bon, vous y êtes. L'idée, c'est qu'en fait,
les mises sur le marché ne testent pas la toxicité chronique et c'est ça qu'on découvre. Et si vous attendez de la découvrir et si vous trouvez qu'un certain nombre de lanceurs d'alerte exagèrent, eh bien je vais vous donner le chiffre suivant. C'est en 2015 qu'on a acquis la certitude statistique, sachant qu'avant on avait des bonnes preuves, mais on pouvait discuter les statistiques parce que, bon, d'accord, un test T, ok, mais alors, oui, les données n'étaient pas isocaédriques. Bon, en 2015, on a appris que les gens qui avaient été exposés in utero DTT, ils avaient 4 fois plus de cancer que les autres. C'est en 2015. On l'a su vraiment. Oh, Dieu merci, sur quelques alertes moins statistiquement significatives, le DDT avait été interdit avant. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il en reste encore dans votre environnement et dans votre sang, mais parce qu'il a une très grande longueur de vie. Mais vous voyez, le truc, c'est qu'à un moment, il faut aussi, même si on vous dit, mais non, les signaux sont faibles, les statistiques, à un moment, il faut se poser des questions. D'accord ? Il ne faut pas attendre la chlordécone, les conséquences de la chlordécone en 2025 pour agir aux Caraïbes. Il faut agir en même temps que les Américains ont agi, 20 ans avant. Bon, alors, finalement, on vit à la fin entouré de ces pesticides et j'aimerais vous donner 2 perspectives. La perspective que ces pesticides arrivent dans votre alimentation, bah oui, parce qu'il y a des restes de pesticides qui repassent dans l'alimentation, mais 7% des pesticides qui arrivent au sol finissent dans l'eau et ils arrivent aussi à vous par la voie de l'eau. Or, on ne sait pas détecter, on sait détecter tous les pesticides, mais on ne sait pas détecter tous leurs dérivés. Catastrophe! 30% des Français ont bu pendant des années un dérivé du chlorothalonil, le R471811, sans le savoir et sans qu'on le sache parce qu'on ne connaissait pas ce dérivé. Quand on l'a connu et détecté, on s'est aperçu que 30% d'entre nous, dont tous les Parisiens, en buvaient. Voilà. D'ailleurs, 50% des captages ont été fermés depuis les années 80 pour des raisons de pesticides. C'est un vrai problème pour la qualité de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a des eaux qui sont irrécupérables et d'autres qui nous coûtent cher à récupérer. Et puis alors surtout, les pesticides, il y en a dans l'air. Il y en a dans l'air parce que l'épandage se fait par pulvérisation et parce que des fois, ils ressortent du sol. Ils n'aiment pas l'eau, alors quand l'eau de pluie remplit le sol, souvent, ils choisissent l'air. Et ils passent dans l'air avec cette odeur très particulière d'après la pluie, qui est pleine de pesticides. Et vous avez peut-être vu cette étude récente qui nous dit qu'au-dessus du ciel de France, il y a en permanence entre 6 et 140 tonnes, alors ça ne fait pas beaucoup par hectare, hein, de pesticides qui volent et qui tombent quand il pleut. Parce que par contre, les gouttes d'eau les entraînent simplement par un effet de souffle. Voilà, donc on se retrouve, si vous voulez, avec ces toxicités et donc des coûts induits énormes. Et j'aimerais terminer ma partie là-dessus, parce que la souffrance humaine, la mort humaine, c'est pas très grave, hein. Aujourd'hui, on se retrouve avec une alimentation qui, chaque fois que nous payons 1 euro, entraîne, selon la chaire UNESCO de l'alimentation de Montpellier, où c'est le même chiffre, l'étude de certaines associations, dont des mutuelles, hein, l'injuste coût de l'alimentation. Chaque fois qu'on paye 1 euro, c'est entre 1 et 2 euros qu'on paiera après pour des frais de maladie, pour de la restauration de sites, pour de la dépollution de l'eau. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de créer une dette de santé, mais aussi une dette financière absolument énorme. Et moi, je vous dis ça comme ça, mais j'ai peut-être un peu l'air d'être un activiste, là, dans ma partie 2. Mais vous savez, il se trouve que dans le genre activiste, la Cour des comptes a produit le 16 septembre dernier un rapport, pas piqué des hannetons, lisez le résumé, vous allez retrouver les mêmes chiffres, pas estimés de la même façon, et notamment cette idée que chaque fois qu'on investit 1 euro dans la transition, c'est 3 euros qu'on économise à terme. Voilà. Donc, il y a aussi un problème budgétaire derrière, mais passons au reste. Les solutions. J'aimerais maintenant vous parler de la façon d'utiliser moins de pesticides. C'est le plus important et c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, car je ne suis pas un catastrophiste. Moi, je suis en train d'essayer de vous montrer les issues de secours. Et ce message que je vous donne est un message plein d'optimisme. Il existe des solutions, on les doit d'ailleurs aux recherches que vos impôts ont supportées, ont financé. Et ces solutions, c'est ce qu'on peut appeler globalement l'agroécologie. C'est ce qu'on peut, en fait, en gros, on va dire, hein, c'est appliquer les connaissances que nous avons de l'écologie dans le contexte agricole et trouver des solutions basées sur le vivant. J'insiste, jamais ces solutions ne seront des solutions qui n'empêcheront un peu de pesticides à un moment, le besoin de technologie par ailleurs. Ce sont des solutions à penser en métissage dans un cocktail qui aujourd'hui a un goût bizarre, un goût de pesticide un peu prononcé en fait, simplement parce qu'il n'est pas équilibré. Les solutions basées sur le vivant n'ont pas historiquement fait partie de nos options et donc elles sont absentes de ce mélange.
on ne se passera jamais de pesticides, mais on ne doit pas non plus se passer de bon sens. Le bon sens consiste à en mettre le moins possible. Comment? Première chose, séparer le conseil de la vente. C'est-à-dire que quand un médecin vous prescrit quelque chose, ce n'est pas lui qui vous vend le médicament, c'est un pharmacien. Ça évite qu'on vous en prescrive un peu plus. C'est un truc de bon sens, hein. Ah bah oui, mais ce n'est pas le cas, justement, pour les pesticides en France. Et ça explique une chose. Alors, je vais parler en kilos de pesticides par hectare. Je sais, ce n'est pas élégant parce que c'est quand même un peu une unité rustre. Mais enfin, je vais parler d'agriculture qui se ressemble. Ça explique qu'en particulier, eh bien, en France, on utilise 3,4 kilos de pesticides à l'hectare contre 2,5 au Royaume-Uni où le climat est plus favorable aux maladies. Or bon, il y a moins de vignes, mais l'un dans l'autre, c'est pareil, quoi. Il y a un vrai problème. Les lois Labbé, d'une part, et Egalim, d'autre part, avaient institué une séparation du conseil et de la distribution des pesticides. C'était difficile de faire émerger une profession de conseil, et alors même qu'elle émergeait, la loi du plomb est revenue en arrière. C'est une des toxicités cachées, la loi du plomb. Et comme cette toxicité va entraîner des morts d'hommes, moi je l'ai appelé un meurtre. Je ne sais pas comment vous appelez, vous, un truc qui va provoquer des morts d'hommes et qu'on fait alors que la science vous dit attention, ça va tuer des gens. Vous pouvez trouver d'autres mots, vous pouvez vous cacher derrière votre petit doigt. Moi, quand un homme meurt, sur la décision d'un autre, il y a un commanditaire du meurtre. Et je vais maintenant reprendre les mots d'une personne que je vous citerai après, donc je vous dirai l'identité après, mais c'est pour vous montrer qu'on peut être un scientifique et dire les choses avec des mots qui sont les mots de tous les jours. On arrête les gangsters, on tire sur les auteurs des hold-up, on guillotine des assassins, on fusille les despotes. Mais qui mettra en prison les empoisonneurs publics, instillant chaque jour les produits que la chimie de synthèse livre à leur profit et à leurs imprudences? Alors, moi, je n'aurais pas écrit ça personnellement, parce que je vous ai dit la responsabilité systémique, donc je ne pointe pas du doigt qu'un compartiment de la société. Mais qui a dit ça? Roger Haim, professeur de mycologie au Muséum, directeur du Muséum, membre de l'Institut, résistant déporté pour ses actes de résistance avant le reste de sa carrière que je viens de vous dire, dans les années 70. Et il le dit notamment, mais pas sous cette forme-là, dans la préface qu'il avait écrite à la version française de « Du printemps silencieux » de Rachel Carson. Bon, ben voilà, ça veut dire qu'à un moment, quand on voit un crime, il faut le dire. Surtout que là, ce que je vois, moi, c'est un crime qu'on pourrait s'épargner en partie, car l'agroécologie nous donne des pistes. Allons-y. Je viens de dire séparation du conseil et de la vente, c'est une urgence. Un petit chiffre quand même, dans les exploitations défis accompagnées par l'INRAE, on peut réduire la consommation de pesticides d'un tiers dans des exploitations. 94% d'entre elles augmentent leur performance de production et 78% augmentent leur rentabilité. Le conseil, mais désintéressé. D'accord? Une grosse étude INRAE montre qu'on peut réduire les pesticides d'un tiers, en gros, sans perte de revenus, dans 77% des exploitations. Ça ne veut pas dire partout, ça veut dire qu'il y a des endroits où il y aura des pertes de revenus. Et donc, là, j'ai un petit truc qu'il faut que je note dans un coin. Il y a des coûts. On va revenir aux coûts après. Maintenant, je saute, après cette histoire de conseil et de distribution, sur l'agroécologie elle-même. Les haies, on les a retirées. À un moment, on avait des pesticides et on a oublié qu'elles étaient pesticides, qu'elles empêchaient les maladies de se propager. Une haie empêche le flux de pesticides. Elle diminue, le flux de parasites des cultures de 80%. Parce que c'est un obstacle physique, parce que ça abrite des chauves-souris et des oiseaux qui vont manger les insectes. Voilà. Donc, si on remet des haies, on protège contre la transmission des maladies. Bon, bien sûr, ça retire un peu de surface de culture, c'est vrai, ça a un coût. Toujours cette histoire du coût, là, on va y revenir, c'est promis. Mais ça baisse aussi le coût des pesticides, puisqu'on en a besoin de moins. Par parenthèse, la haie, elle va aussi stocker 100 tonnes de carbone par hectare, c'est bon pour le climat. Elle va empêcher l'érosion, c'est pas mal parce que nos sols ont des problèmes d'érosion. Les racines vont fracturer le sol profond, augmenter la capacité du sol profond à stocker de l'eau pour l'été. C'est bien parce qu'on a des étés plus secs. Ça va alimenter les pollinisateurs. Or, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de productions comme celle de pommes qui sont limitées par la quantité de pollinisateurs. 60% des écosystèmes sont limités par la quantité de pollinisateurs. D'accord? En Bourgogne, par exemple, vous relevez dans les champs de cassis, vous relevez des insectes pollinisateurs.
Ils ont disparu de 98% en une trentaine d'années, donc voilà, enfin en 37 ans très exactement. Donc vous remettez des insectes pollinisateurs, vous pouvez multiplier la production jusqu'à 4. Donc avoir des haies, c'est entretenir les pollinisateurs qui manquent à d'autres agriculteurs, n'est-ce pas? Donc ces haies, elles ont plein d'autres effets positifs, mais notamment elles vont réduire la quantité de maladies. Deuxième perspective, mélanger les cultures. Alors, mélanger les cultures, ça veut dire avoir une bande de choux, une bande de blé, une bande de choux, faire des mélanges. Alors ça va faire que vous allez déjà emmerder les parasites qui ne vont pas arriver à se transmettre bien d'une bande à l'autre. Voilà une méta-analyse de 174 travaux, où vous voyez que l'arrivée des maladies est réduite de 40%. Et en plus, comme les plantes de votre parcelle n'utilisent pas les mêmes ressources du sol, les quantités de phosphore utilisables sont augmentées de 94%, de potassium utilisable de 22%, d'azote nitrique de 31%. Oui, parce qu'en fait, vos plantes sont un peu en concurrence, mais pas complètement. Et ça explique que quand vous mélangez plusieurs espèces dans une parcelle et que vous comparez à la surface qu'il vous faudrait pour produire autant si elles étaient séparées, eh bien en fait vous produisez autant sur 1 hectare de mélange que sur 1,3 en moyenne hectares de cultures séparées. Vous gagnez de la place. Et là, tiens, ça rembourse un peu les coûts. Après, c'est vrai que ce n'est pas le même outillage pour faire des parcelles en bandes mélangées qu'une grande parcelle de blé. Il y a quand même des coûts. Mais ce que je viens de dire, c'est qu'en mélangeant mes espèces, je freine la propagation des maladies. C'est pas beau ça? Alors après, il y a aussi autre chose qu'on peut faire pour toujours empêcher la propagation des maladies, c'est d'avoir des très longues rotations, c'est-à-dire de passer quelques années avant de revenir à la même culture. Alors évidemment, aujourd'hui, on mange tous du blé, des patates. Donc c'est difficile de ne pas faire souvent de la patate ou souvent du blé. Mais en même temps, on s'aperçoit que notre apport de fibres n'est pas assez diversifié pour entretenir nos microbes et que ça abîme notre microbiote et que c'est un des facteurs limitants de la santé des Français. Écoutez, ce qu'on pourrait faire, c'est se dire on va diversifier notre alimentation et on va remettre du topinambour, on va remettre du rutabaga. En plus, quand c'est bien cuisiné, franchement, c'est bon. Donc, ce qu'il faut, effectivement, c'est aussi faire évoluer notre alimentation pour avoir des rotations plus longues parce qu'on n'utilisera pas toujours les mêmes produits. Et ces rotations longues font que si un parasite du blé attend 5 ans que le blé revienne, eh ben, il est mort d'ennui. Non, il est mort de faim entre-temps. Voilà. Donc, ces cultures mélangées, moins 40%. Vous en voulez encore? Ah bah tiens, pour les différentes espèces que je vais cultiver, je vais mettre carrément des variétés différentes. Alors attention, je vais faire ça bien. Je vais sélectionner différentes variétés qui auront les mêmes qualités technologiques, les mêmes dates de récolte, d'accord? Parce qu'il faut quand même que ce soit raisonnable, tout ça. Ok, je ne parle pas de semences à l'ancienne. Moi, je ne retourne pas au Moyen-Âge. Là. Je mélange ça, mais je les choisis de façon à ce qu'elles n'aient pas le même profil de sensibilité aux maladies. Eh bien, vous pouvez de nouveau réduire la propagation des maladies de 20 à 40%. Parce que la maladie qui réussit sur un pied ne réussit pas sur l'autre. Alors qu'aujourd'hui, on a des champs génétiquement identiques, mais dont les semences sont vendues par ceux-là même qui donnent le conseil et distribuent les produits phytosanitaires. Mais aujourd'hui, on a des champs qui sont à la promesse d'un strike. Si jamais j'arrive à manger cet individu, comme les autres sont pareils, c'est le strike. Pas un financier n'accepterait un placement comme ceux que font tous les ans les agriculteurs quand ils sèment leurs champs. Bien. Alors là, j'ai réduit la propagation des pathogènes de plein de façons. Je les ai emmerdés autant que possible. Puis finalement, une année, ils se développent. Qu'est-ce que je fais? Je sors la sulfateuse. Sauf que je n'ai pas à en mettre beaucoup parce que, comme je l'utilise peu et moins souvent, les résistances ne sont pas aussi fortes. Je ne me suis pas passé des pesticides. J'ai fait un cocktail de solutions. Je ne crois pas à la solution unique. Je crois à l'habileté. Mais alors, j'ai augmenté les coûts. Comment faire? Après vous avoir parlé de séparer le conseil et la vente, après vous avoir parlé des aides que peut apporter l'agroécologie, j'aimerais dans une dernière partie vous parler de vous. Vous êtes la solution pour lutter contre les pathogènes. Vous savez comment? S'il y a des surcoûts, vous les payez. Puisque vous avez une agriculture qui va construire un paysage avec des haies, construire une qualité de l'eau, construire une qualité de l'air, construire une santé, ça a un prix, ça. Il faut payer. Alors vous allez me dire, oui, on n'a pas beaucoup d'argent. Attendez, de toute façon, si vous ne payez pas, vous allez payer plus cher. CF, la fin de ma deuxième période, où je vous disais les coûts cachés qu'on paye après. Donc de toute façon, vous allez payer. La question, c'est un peu maintenant ou beaucoup plus tard. Vous avez le couteau sous la gorge, il faut passer à la caisse. Moi, je préfère passer à la caisse maintenant. Par rapport aux générations suivantes, c'est plus responsable, et puis c'est moins cher. Alors,
Vous passez déjà à la caisse, vous savez. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous payez chacun d'entre vous, nourrissons compris, pour la PAC? Allez, un chiffre par an. Ça, c'est beaucoup. Faites-moi plaisir, commencez plus bas. Commencez les... Ben 100, c'est ça. 100. 100 euros par personne et par an. Sauf que vous ne regardez pas trop bien comment ça va, et en fait, c'est surtout une prime à la surface, hein, comment ça va à l'agriculture. Et moi, je pense que 100, c'est pas assez. On doit payer plus pour tous les autres services nouveaux qu'on demande à l'agriculture. Vous voyez, non-labour et stockage du carbone, ça aussi, c'est un truc, ça, il faut s'équiper. Et puis, par contre, ça baisse pas le rendement, ça. Hein. Mais donc, il y a un moment, il faut payer la transition et puis compenser quand il faut les coûts. Sachant que vous avez vu que j'avais des méthodes qui augmentaient la production, donc il y a des fois, c'est pas nécessaire d'augmenter les coûts. Mais quand, voilà, il faut que vous soyez là et que de votre carte bleue et de votre carte bancaire et de votre carte d'électeur, vous souteniez un tel mouvement. Et vous pouvez non seulement le soutenir avec votre argent, mais aussi avec votre façon de manger. J'aimerais maintenant aborder un deuxième point. Nous mangeons 4 à 5 fois la dose maximale de viande recommandée par l'OMS. J'en avais fait une chronique d'ailleurs dans mes chroniques au point, puisque dans mon pedigree, je fais quelques chroniques en ligne pour ce journal. J'avais fait une chronique là-dessus. Nous mangeons 3 à 4 fois plus de viande. On est à autour de 100 kilos par personne et par an, au lieu de 25 par personne et par an recommandés par l'OMS. Le bilan, c'est que ça nous fait un excès de maladies cardiovasculaires, un excès de cancer du tube digestif. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas manger de viande, hein. D'ailleurs, moi, j'ai besoin des animaux parce que vous savez quoi? En termes d'herbicides, c'est trop bien, les animaux. Ah oui, ça tombe. Qui est-ce qui gère l'enherbement du vignoble néo-zélandais? Les moutons qui déferlent dans le vignoble avant la sortie des feuilles. D'accord? Donc moi, j'ai besoin, pour l'agroécologie, j'ai besoin d'animaux. En plus, ça me fait du fumier qui est un engrais. Donc j'en ai besoin. C'est bon? Mais c'est pas à s'en faire péter la lampe, à s'en rendre malade. Vous y êtes. Si vous consommez moins de viande, alors vous allez résoudre un énorme problème de place. 70% de la surface agricole sert aujourd'hui à nourrir le bétail en Europe. Et c'est le même chiffre pour la France. C'est énorme. Si vous divisez ça par 3, mettons, vous allez récupérer énormément de surface pour faire des aliments pour l'homme directement, et vous pourrez baisser le rendement sans... Alors, il y aura peut-être des problèmes de revenus pour les agriculteurs. Oui, on en a parlé, mais vous pourrez avoir la place de baisser un peu le rendement. Et en plus, vous vous rembourserez éventuellement des coûts sur le fait de ne pas avoir des coûts en santé publique à payer. Oui, il ne s'agit pas de dire pas de viande. Hein, là encore, pour ou contre la viande, c'est comme pour ou contre les pesticides. C'est les questions des vieux crétins. C'est fini, ça. C'est fini. La synthèse, c'est quelle viande, surtout une viande de pâturage extensif dans les régions où on ne peut pas faire d'agriculture, et moins de viande pour la santé et pour avoir plus de place pour faire nos besognes végétales pour les hommes et les femmes, pour les humains. Vous avez suivi? Tout ça, c'est que des solutions. Et en plus, ça coche, comme souvent en agroécologie et en écologie et en santé, ça coche plusieurs cases à la fois. Puisque vous avez vu qu'au passage, produire moins de viande, ce serait bon pour nous. Alors, il ne faut pas produire moins de viande pour l'acheter de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'aimerais vous parler de clauses miroirs et de décisions politiques, mais ce n'est pas mon métier, donc je vais me taire là-dessus. Mais il y a peut-être aussi, du côté du politique, oui, attendez, je suis professeur au muséum, hein, moi je ne suis pas professeur à HEC ou à Sciences Po. Il y a des gens qui peuvent vous aider là-dessus. Désolé, madame, j'aimerais bien vous en parler. J'ai mon opinion de citoyen, elle est pour vous après l'exposé. Mais là, je ne parle pas en citoyen, je parle de mesures techniques. Enfin, je parle en citoyen scientifique. C'est-à-dire, j'apporte ce que j'ai, moi, le maigre bagage que j'ai, au discours sociétal. Bon, écoutez, on a quand même pas mal avancé là. Hein. On a potentiellement refait le monde. On a même parlé de la Cour des comptes. C'est cool quand même pour un professeur de muséum. Ça montre quand même que des fois, ils s'aventurent un peu au-delà de leur assiette. Hein. Et pour terminer, je voudrais maintenant vous proposer une conclusion un peu globale et un pas en arrière. D'abord, une récapitulation. Je vous ai dit que les pesticides sont inscrits dans la biologie des plantes et quand on fait des plantes plus mangeables, il faut les défendre. Et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à les défendre d'une façon qui font qu'elles sont quand même encore mangeables pour nous. Par parenthèse, on aurait pu parler ensemble aussi de la sélection variétale pour restaurer des défenses qui ne sont pas dangereuses pour nous.
Tiens, je vais juste vous donner un exemple de ça, parce que c'est une preuve de concept aussi. Ce n'est pas vraiment de l'agroécologie, c'est de la sélection variétale, mais je voudrais quand même vous le dire. Vos impôts ont permis à l'INRAE de produire des cépages qu'on appelle les cépages à résistance durable, les RESDUR, qui ont dans leurs ancêtres quelques vignes américaines et qui cumulent plusieurs gènes de résistance au mildiou et à l'oïdium. Eh bien, quand on plante ces cépages-là, qui peinent encore à trouver un terroir où ils s'expriment pleinement, mais comme on en produit plein, nul doute que ça arrivera. Et puis d'ailleurs, la Champagne est tombée amoureuse de l'un d'entre eux, qui s'appelle Voltis, et elle est en train de l'inscrire au catalogue, donc, enfin, dans son AOC, dans son AOP, pardon. Donc, il y a des fois, ça marche quand même, cette histoire-là, mais ces cépages-là qui sont résistants au mildiou et à l'oïdium, eh bien, ils diminuent les traitements d'un facteur 6 à 10 selon les régions. Eh ouais. Donc, effectivement, il y a des façons de retrouver, de resélectionner une partie des défenses qu'on a bazardées, au moins pour celles qui ne sont pas dangereuses pour l'homme. Et en l'occurrence, le vin fait à partir de RESDUR ne tue pas. J'en ai quand même quelques litres dans le coco pour en avoir goûté pas mal. Et je vous assure, quelques litres en plusieurs dizaines d'années quand même, mais je vous assure, c'est pas ça qui m'aura tué. Je pense avoir été plus abîmé par des conneries que j'ai entendues à propos des statistiques sur les articles sur les pesticides. D'accord. Alors, la première conclusion que je voudrais tirer, c'est que d'une façon générale, il n'existe pas dans nos vies de panacée. Désolé, là, c'est un peu professoral et un peu général. Il n'y a pas de panacée. Il y a juste un cocktail de solutions qui, au passage, panache les problèmes de façon à ce qu'aucun problème ne devienne trop aigu. Ça, c'est, à mon avis, une philosophie de l'existence générale, et c'est celle que je propose dans un programme de pesticides, où les pesticides chimiques ont leur place, les défenses des plantes ont leur place, et aussi l'agroécologie et les méthodes basées sur le vivant. La deuxième chose, c'est que moi, je fais des formations Vivea. Je ne sais pas si vous connaissez les formations Vivea. C'est les formations des chambres d'agriculture. Donc moi, des agriculteurs, j'en rencontre. Des formations Vivea, j'en fais une demi-douzaine par an. Et je rencontre des agriculteurs. Et on ne se bat pas, parce qu'il y a une certaine omerta, ils n'en parlent pas trop. Mais les têtes de mort qu'il y a sur les produits qu'ils épandent et la nécessité d'être en combinaison de cosmonautes pour les manipuler, ça, ils ne sont pas cons au point que ça fasse pas chemin dans leur esprit. Et d'ailleurs, nous dit un sondage Veolia, 75% d'entre eux sont en faveur des mesures agri-environnementales qui ont été prises récemment. On retrouve le même chiffre dans un sondage publié en juin dernier par l'OFB. Mais 65% d'entre eux, à la question « Est-ce que les mesures d'accompagnement sont adaptées ?», répondent « Non ». Ben, je dis, il faut payer à un moment. Donc, mon point de vue n'est pas loin, je pense, d'être le point de vue de pas mal d'agriculteurs. En tout cas, ceux que je rencontre, je sais bien que ces rencontres sont biaisées, car d'autres, peut-être, n'ont pas envie de me voir. Bon, ok. L'autre chose, c'est que je voudrais vous rappeler que le statut de la science, que dit la science ? Mais pourquoi elle dit ça, la science ? Pourquoi est-ce qu'on demande ? Vous pouvez venir, on en a presque dit. Pourquoi la science, elle a envie de... Pourquoi elle a envie de parler ? Parce que c'est son rôle, c'est son éthique. La science est une vigie. La vigie, du haut du mât de une, elle vous dit où sont les obstacles, elle vous dit où sont les passes. Elle peut se tromper, mais elle voit les obstacles, désolé, ce sont des interdits. Et elle voit les passes, elle voit la terre au loin, elle voit les directions de l'espoir. Elle peut se tromper aussi. Simplement, pendant que les autres besognent à tirer des cordages, à remonter des voiles à bord, eh bien, chacun son boulot, sans quoi le bateau n'avancerait pas d'ailleurs. La vigie, elle regarde loin, et quand on renverse la vigie, c'est rien moins que l'avenir que l'on renverse, et la certitude qu'un écueil pourra nous avoir ou briser les espoirs de notre descendance. Vous savez, je ne suis pas catastrophiste. Il y a bien une catastrophe quelque part, mais il y a des issues de secours. Et j'aimerais vous remercier encore du fait que vos impôts les ont financé la détection de ces issues de secours. Et quelque part, mon message est un message d'espoir. Ne laissez pas, je vous en prie, les marchands de doute déverser des ordures, fussent-elles chimiques, sur l'espoir. Je vous en prie. Vous le devez à vos vieux jours et vous le devez à vos enfants. Et nous le pouvons. Allez, je suis sûr que cet exposé suscite des questions. On va prendre des questions dans la salle, n'hésitez pas. Oui, monsieur. Ah, ici, et puis ensuite, monsieur là-bas.
Et bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très dynamique. Lambert Meillac, candidat aux élections municipales à Toulouse. Combien y a-t-il de pesticides dans la peau de la pomme alors? Quelle part? Ça dépend. Si c'est une pomme bio, il y a du cuivre, pas beaucoup, mais il y en a un peu. Et puis si c'est une pomme pas bio, ma culture ne va pas jusqu'à la liste des noms. Mais là, je l'appellerai quand même, au grand regret, des antioxydants. Ce que je pense, c'est que les élus locaux, ils ont une grande force, hein, c'est qu'eux, ils peuvent justement, et je vais vous parler 2 secondes de l'ordonnance verte à Strasbourg. Vous connaissez peut-être, quand une femme tombe enceinte, elle reçoit des bons d'achat, ce qui permet au fœtus de ne pas choisir entre toxique et pas toxique, pour acheter bio et local. Pour la ville, pour la communauté de communes, ça coûte pas cher parce que ça fixe des agriculteurs bio qui font de la vie économique et payent des taxes, et finalement, au bilan, c'est pas très cher. Vous êtes, monsieur, peut-être, si vous êtes élu. Pas encore, j'espère. Bah, du coup, on va l'espérer si vous m'avez écouté. Vous êtes, monsieur, l'espoir de ça. Et, parce qu'en plus, ça paye localement la qualité de l'environnement. Hein. C'est un truc dont on est propriétaire du résultat. On vous passe le micro, monsieur. Bonjour. Il y a plusieurs solutions que vous avez proposées et des arguments de manière individuelle, donc que ce soit pour les agriculteurs, les consommateurs, les pouvoirs publics. Ce sont des réponses individuelles et donc vous l'avez dit vous-même, c'est un cocktail de solutions. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le problème, c'est de coordonner l'ensemble de ces solutions puisqu'il faut convaincre l'ensemble de ces acteurs-là et j'ai l'impression que ce n'est pas si évident. Alors, comment justement établir cette coordination et comment arriver à convaincre sur l'ensemble de ces solutions-là? Alors, je vous montre le livre parce que le livre se termine, spoiling, sur un peu de pub pour la fédération BioGE, B-I-O-G-E-E, que je préside et qui regroupe le muséum, des académies comme celle des sciences, d'agriculture ou de médecine, des sociétés scientifiques, des associations de citoyens, des fédérations d'entreprises, des fondations d'entreprises. Nous sommes 80 à vouloir, à nous penser, à nous prétendre la voie des sciences de l'environnement et de la santé en France. Et nous nous battons pour augmenter l'enseignement des sciences du vivant et de l'environnement aux générations suivantes pour qu'elles croient à cela, non pas comme une vague connaissance, mais comme un outil pour agir. Parce que ce n'est pas avec 1 heure par semaine qu'on peut être aussi fort qu'on est fort à calculer ou à écrire français. Oui, dans les fondamentaux, nous l'écrivions dans Le Monde avec Eric Orsena il y a 2 ans. Le savoir-vivre fait partie des fondamentaux. Et d'ailleurs, quand on le déroule très rapidement, on découvre qu'il faut savoir lire, écrire et compter. Mais tant qu'on n'a pas mis le savoir-vivre, ce que c'est que d'être vivant, ce que ça implique et ce que ça permet surtout comme outil, ce qu'est le vivant comme outil, tant qu'on n'est pas capable de ça, on n'est pas capable de vivre. Et c'est ce qui nous est arrivé, et les crises sanitaires et environnementales que nous avons créées, elles le sont par un défaut de formation et une Weltanschauung, une vision du monde qui n'est pas adaptée à ce que nous sommes. Donc déjà, former mieux la jeunesse. Et après, dire, répéter, expliquer inlassablement. Ceci est la 360e conférence de cette année pour moi. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public? Oui, monsieur. Oui, moi je souhaitais revenir sur votre solution concernant le fait de mixer les cultures dans le même champ. Je me posais la question s'il y avait aujourd'hui des solutions mécaniques qui permettaient, avec des haies, avec cette mixité de cultures, d'avoir les mêmes volumes, les mêmes rendements, ce qui permettrait de passer à l'échelle. Alors, il y a 2 types de mélanges. Il y a le mélange pied à pied. En céréales légumineuses, on sait faire, on fait depuis longtemps. Et du coup, ça, c'est un des cas où, justement, sur 1 hectare où on a mélangé de la févrole et de l'orge, par exemple, on va produire... Alors, il faut des semoirs et surtout des outils de récolte un peu particuliers. Il y a de l'investissement au départ. Mais on va produire sur 1 hectare ce qui serait produit, si on sépare les deux, sur 1,4 hectares. Hein. Céréales légumineuses, c'est 1,4, l'équivalent en surface séparée. Et ça, c'est... pas routinier, mais ça se fait maintenant beaucoup, céréales légumineuses. Et il y a une synergie prodigieuse à cause de la fixation d'azote par les légumineuses et à cause de la mobilisation du fer par les céréales, qui fait que les deux, quand on a plus d'azote et plus de fer, on commence à booster la production végétale. Donc ça, c'est plutôt routinier. Ce qui l'est moins, c'est les mélanges de bandes de cultures différentes. Alors, c'est dommage, parce que beaucoup de maraîchers font ça. Hein. Mais sur des grandes surfaces, c'est un peu plus difficile à faire. C'est dommage. Et je vais vous dire, il y a un exemple typique, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est le moment de se rattraper. L'acétamipride, vous savez, il arrive à bousiller sur les pucerons de la betterave qui transmettent la maladie de la jaunisse. Hein. Le puceron, c'est pas grave, mais il transmet un virus à la betterave. Et les rendements peuvent baisser de 30%. C'est presque le même niveau de baisse que les cours.
parce que pour le cas où vous ne le sauriez pas, pour la betterave, les cours entre 24 et 25, entre 23 et 24, ils avaient baissé de 20%. Donc le vrai problème de la betterave, c'était le prix d'achat. Je vous le dis comme ça parce qu'il faut quand même remettre les choses, l'église dans son coin et la mairie au milieu du village. Donc, vous pouvez, en faisant des bandes d'orge régulièrement, alors évidemment, vous produisez moins de betteraves et c'est un coût, et puis c'est un coût de temps de travail. En mettant des bandes d'orge et 2 insecticides autorisés, vous pouvez réduire de 77% la quantité de pucerons que l'acétamipride ne réduit que de 55%. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question ? Il y a des questions Menti. Alors, on va prendre une question Menti. Les surfaces d'exploitation entre les méthodes de permaculture et ou d'agroforesterie et les méthodes agro-industrielles donnent-elles des rendements similaires ? Alors, c'est une question compliquée parce qu'il y a plusieurs concepts qui ont été mélangés. On va dire que quand on passe à des méthodes basées sur l'écologie, on peut aller du scénario catastrophe, céréaliculture bio, vous êtes à moins 30% de rendement. Voilà. Alors attention, avec des variétés qui sont des monogénétiques, donc homogènes. Je ne vous parle pas éventuellement de ce qui se passerait si on mélangeait les variétés. Actuellement, il n'y a que 4% de la surface céréalicole française qui utilise des mélanges de variétés pour justement limiter la propagation des maladies. Donc en variété homogène, vous baissez votre rendement en bio de 30%. Maintenant, quand vous faites des mélanges céréales légumineuses, vous produisez sur 1 hectare ce qu'il vous faudrait 1,4 hectare pour produire sinon. Et alors ce chiffre de 1,4, on le retrouve, figurez-vous, pour l'agroforesterie. Alors évidemment, on ne mange pas le bois. Sauf quand vous prenez du vinaigre, qui peut être du vinaigre extrait par fermentation du bois. Mais bon, on ne mange pas de bois. Mais sauf qu'on sait très bien, c'est les travaux de Christian Duprat à l'INRAE de Montpellier, que quand vous avez 1 hectare d'agroforesterie, céréaliculture sous peuplier, dans le cas qu'il a étudié sur une douzaine d'années, vous produisez autant que sur 0,8 hectares de céréales et 0,6 hectares de forêt pure, soit 1,4 au total. Donc il y a des fois, vous produisez plus, et donc la question, c'est au coup par coup, et sur une exploitation, d'avoir une diversité d'activités qui fait que, entre ce qui produit moins, ce qui produit plus, vous compensez, surtout qu'en plus, ce qui compte pour l'exploitant, ce n'est pas les kilos, c'est les euros. Ils sont shootés au rendement, les agriculteurs, shootés au quintal. Mais à la fin, c'est du manque d'euros qu'ils meurent. Et ils meurent, puisqu'ils se suicident 1,5 fois plus que la moyenne nationale. Ouais. Donc, il y a 2 questions. Il y a comment on nourrira la population, et l'un dans l'autre, on doit pouvoir y arriver, surtout si on mange moins de viande. La deuxième question, c'est comment on nourrir les agriculteurs. Pour l'instant, on n'y arrive pas, je vous le fais observer. On y arrivera peut-être si on les aide un petit peu à faire mieux notamment pour nous. Et puis, il ne reste plus trop de questions par rapport à ce qui a été posé. Non, mais la dernière, justement, question qu'on va prendre, et vous avez partiellement répondu. Que faire de la filière noisette et betterave, qui sont, dixit la question, sans solution, sans acétamipride et qui risquent économiquement de ne pas tenir. Vous avez répondu que c'était plus un problème économique pour la betterave, mais quid de la noisette ? Quand j'ai fait la matinale de France Culture sur la loi Duplon, il y avait un huciculteur qui faisait donc des noisettes bio. Et en gros, il nous a dit pendant l'émission, moi, de toute façon, je suis en train de fermer la porte. Bon, j'ai été très ému. Il y a même un moment où je ne pouvais pas répondre, parce que qui suis moi qui gagne mon salaire tous les mois pour donner une leçon à un type qui va mettre la clé sous la porte ? Du coup, on a échangé après, on s'est téléphoné, on a parlé, et il va très bien. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est sorti de la filière d'approvisionnement de la société qui fait une pâte à... OK ? Et qui casse les prix, et il est parti sur du marché de proximité, et ça va mieux. Son problème était un problème en partie de débouché et de valorisation. Et ça me fait penser à un truc. Il y a peut-être un créneau à prendre, c'est de faire de la qualité sanitaire de nos produits un porte-étendard d'une agriculture qui serait concurrentielle. Un peu, vous savez, comme quand il y a un drapeau suisse sur un produit, on se dit « Oula, ça doit être du solide ». S'il y avait un drapeau bleu, blanc, rouge sur les produits qui se mangent et qu'on savait que c'était du bon pour la santé, les gens seraient peut-être prêts à payer un petit peu plus. De toute façon, nous, on pourrait payer un peu plus parce qu'on paierait un peu moins par ailleurs. Je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on pense aussi la fierté nationale, l'identité du drapeau, en termes de qu'est-ce que ça signifie sur un produit alimentaire. Peut-être que ça, c'est aussi une partie de la solution, mais elle échappe à un professeur du muséum. Elle ne peut pas vous échapper à vous, en tant que citoyen. Aux armes, professeur Sellos, on vous applaudit à nouveau chaleureusement. Et pour poursuivre l'échange,
Le professeur Sellos dédicace tout de suite certains de ses ouvrages. Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. Petites histoires naturelles, chronique de la Terre au carré. Et le dernier, oh, ça apparaît en même temps, c'est génial. Nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle. Et on se retrouve dans quelques minutes pour parler souveraineté numérique en France. Place à l'action.